C'est avec Pierre Jourde que nous allons inaugurer cette première émission de la série des Obsessions. Émissions qui porteront sur les sujets de la psychanalyse et de la littérature. Alors, essayiste, critique et surtout romancier, parce que c'est le romancier qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, celui qui, au travers de la fiction, va chercher une vérité qui ne doit finalement pas forcément grand-chose aux faits, et puis celui qui va, au travers de ses personnages, nous montrer peut-être une folie véritable, la folie véritable des personnages des romans de Pierre Jourde. Avant d'aborder les questions qui sont celles que cette émission abordera, peut-être qu'on pourrait parler d'un texte qui n'est pas une fiction, donc qui ne sera pas l'objet de notre échange là, mais un texte qui, je crois, vous est cher, c'est La culture qu'on assassine. Peut-être parce que la culture vous est chère. Ben oui. C'était facile, hein, excusez-moi. Elle m'est d'autant plus chère qu'on a l'impression que ce qui est le plus important, c'est de former des professionnels de la profession, aujourd'hui. On nous enjoint à l'université de professionnaliser. On fait disparaître la culture générale des concours de fonctionnaires pour que les gens soient des bons visseurs de boulons qui n'ont jamais vu autre chose que leur boulon et leur clé. Enfin, or, il me semble que, d'abord, d'un point de vue de l'efficacité, une formation en culture générale est quelque chose qui donne une distance par rapport à ce qu'on fait, qui d'une certaine manière est la meilleure manière d'être efficace. Même très concrètement, professionnellement. D'être efficace par adaptabilité. C'est-à-dire quelqu'un à qui on a appris à visser toujours le même boulon de la même manière, il ne saura pas faire autre chose. Or, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut être adaptable, que les métiers sont modulables, etc. Et tout en nous poussant à une espèce de spécialisation absurde. D'autre part, je crois que les gens sont pas heureux quand ils n'ont pour seule perspective que visser leur boulot. Tout le monde a besoin d'autre chose. Malraux le dit le premier, dans l'Espoir, les paysans espagnols disent que c'est pas le pain qui est important pour eux, c'est la dignité. Pour moi, la culture, c'est la dignité humaine, parce que la culture, c'est la manière dont une société se représente à elle-même, se donne un certain nombre de valeurs. Or, on assiste aujourd'hui à, je crois, une double offensive contre la culture. D'une part, une offensive du libéralisme déchaîné, qui entreprend de nous... pour qui, en quelque sorte, comme on l'a dit de manière très claire, la culture, c'est juste quelque chose qui sert à donner du temps de cerveau humain pour Coca-Cola, je crois. C'est très net. C'est une citation même, oui. Oui, de Patrick Lelay. Alors d'un côté, on a ça. La culture, ça sert à rien, dans une optique économique. Et de l'autre, on a une offensive de l'autre bord, post-bourdieusienne, qui consiste à dire que la culture, c'est de la distinction sociale. Et quasiment de la ségrégation sociale. Et par conséquent, pour que les catégories en but à la discrimination arrivent à quelque chose, il ne faut surtout pas les confronter à la culture, il faut qu'ils arrivent à se professionnaliser, à gagner de l'argent, mais sans passer par la case culture. Ce qui me semble d'abord l'expression d'un mépris profond pour les gens que l'on est censé défendre, et ce qui me semble aussi une erreur, parce qu'aucune société ne peut se construire sur un renoncement à son histoire, à son passé, à ses valeurs. Aucune société n'est exclusivement fondée sur son fonctionnement matériel. Ou alors elle est condamnée à s'effondrer à terme. Ça a l'air radical comme ça, mais je crois qu'on vit un moment très important. C'est-à-dire que si on ne fait pas acte de résistance,
pour défendre la littérature notamment. La littérature non pas comme manière de briller dans les néanvilles ou manière de distinction sociale, mais manière d'accéder à soi, à sa propre réalité. Alors si on ne fait pas ça... Aussi, comme discours sur le monde, comme discours sur le monde, d'explication de vivre ensemble. Comme accès au réel, et pas comme décorum. Si on ne fait pas ça, nous nous condamnons socialement. Un film vient de sortir qui s'appelle Nous, princesse de Clèves. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, je ne l'ai pas vu. Mais oui. Qui montre une professeure de français dans un lycée des quartiers nord de Marseille qui décide de faire travailler, alors c'est pas évident déjà, des adolescents des quartiers nord de Marseille sur la princesse de Clèves, de le leur faire dire face à la caméra, et on s'aperçoit que ces adolescents d'abord disent ce texte merveilleusement, sans l'avoir excessivement travaillé, à mon avis aussi bien que certains acteurs, et l'investissent complètement, c'est-à-dire que pour eux, la princesse de Clèves devient, comme le disait Proust, l'instrument d'optique qui leur permet de lire leur propre vie, d'interpréter leur propre vie, avec les questions éthiques qu'ils se posent, parce que la princesse de Clèves pose des questions éthiques qu'ils reproduisent, à mon avis, à juste titre, dans leur propre existence. Et c'est ça la culture. C'est former des gens qui vont être des citoyens, et au-delà de citoyens, des êtres humains. Des êtres humains, oui. Et ce que je regrette beaucoup, c'est au fond l'abandon. Alors, il y a une culture populaire, il y a encore une culture populaire, mais c'est l'abandon d'un idéal et d'un soutien d'une véritable culture populaire en France, comme ça avait pu se produire après la Libération, comme c'était l'idéal de gens comme Jean Vilar, etc. Oui. À la suite avec, j'espère, beaucoup d'autres auteurs aussi, mais j'ai voulu commencer avec vous parce que il y avait un point qui m'était très sensible dans cette question de la psychanalyse, de la littérature, c'est et bien évidemment la question des personnages. Donc j'avais envie d'intituler notre entretien comme ça, la folie des personnages. Commencer ça avec vous parce que dans vos romans, puisqu'on va parler de vos romans, on parlera de votre dernier roman aussi, on parlera de votre actualité, mais dans vos romans, les personnages sont tous très touchés par des limites de la réalité, par des frontières souvent douloureuses, des frontières violentes aussi, des situations extraordinaires dans l'ordinaire, quelque chose comme ça, ou peut-être même des choses ordinaires dans l'extraordinaire, ça aussi. Et voilà, donc cette folie des personnages telle que vous essayez toujours, je crois, de la tisser dans la langue. Est-ce que c'est une façon de dire qui pourrait vous convenir, ça, de tisser dans la langue la folie de vos personnages? Très exactement, et j'essaierai tout à l'heure de développer cet aspect du rapport entre la langue et la construction du personnage. Mais je commencerai comme discours liminaire par dire que avant même de me mettre sérieusement à la création romanesque, j'étais, comme tout le monde, consommateur de discours d'écrivains sur leurs personnages. Et j'ai toujours été profondément écœuré parce que Sartre appelait déjà les corps simples de la psychologie. C'est-à-dire, vous savez, ces écrivains qui interrogés par un journaliste, disent, voilà, mon personnage est comme ci et comme ça, il a telle caractéristique. Et ça me paraissait... Enfin, j'avais un point de vue un peu valérien sur la question. Tout ça m'a paraissé d'une gratuité accablante. Mais pourquoi comme ci et pourquoi pas comme ça et encore aujourd'hui, on continue à parler comme ça de ces personnages. Et je ne comprends pas pourquoi. Je serais incapable et j'aurais honte de parler de mes personnages de cette façon. D'une certaine manière, ils n'ont pas de psychologie. Alors ça, c'est je pense, l'un des axes majeurs de votre écriture.
les personnages n'ont pas de psychologie. Mais la psychologie, est-ce que ça n'est pas simplement une caractérologie au sens quasiment 19e du terme? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas quelque chose qui tâcherait de nous rassurer sur notre être, notre identité, sur une façon de nous remplir d'un contenu, là où finalement, comme sujet, nous sommes tous beaucoup plus effacés que ça derrière ce qui nous arrive et qu'on se rassure en disant je suis comme ci, je suis comme ça. Vous savez, cette réassurance qu'on se donne tout le temps en se décrivant, en commençant les phrases par je suis. Vos personnages ne sont pas finalement comme ça. Jamais ils ne disent je suis. Non, parce que la question de mes romans, c'est pas la question du moi, c'est la question de l'être. Ce qui est un problème tout à fait différent. Et parce qu'effectivement, il me semble que la construction du moi est quelque chose d'assez récent dans notre civilisation. Ça date en gros du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. C'est souvent une façon, en effet, de se rassurer sur une certaine solidité, cohérence du personnage. Or, c'est pas exactement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont des obsessions touchant précisément à l'éclatement, à la cohérence de la personne, à sa confrontation avec systématiquement ce qui peut la détruire, la faire voler en éclats, la démultiplier, la faire sortir d'elle-même, etc. Et du coup, c'est plus une démarche, j'ai employé des grands mots, c'est presque plus une démarche mystique qu'une démarche psychologique. Alors, il n'y avait pas de plus grand ennemi de la psychologie du moi et de la psychothérapie du moi que Lacan. En effet, c'est très juste. Lacan qui fustigeait ce qu'il désignait comme une pratique notamment de la psychanalyse américaine de renforcement du moi, comme si le moi n'était déjà pas assez fort, surtout dans la névrose. Voilà. Et ce à quoi il tenait beaucoup, par exemple, c'était la question du réel. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose que dans votre langue écrite, vous cherchez à effleurer, parce que est-ce qu'on peut l'explorer? C'est pas sûr, en tout cas à le toucher. C'est vrai, je crois que c'est l'obsession de mes textes, et du coup l'obsession de mes personnages, que d'être enfermé dans leur discours et dans leur représentation, et d'essayer par tous les moyens d'en sortir. C'est pourquoi, lorsque vous parliez de la langue tout à l'heure, c'est en effet la démarche essentielle, puisque tous mes romans sont fondés sur la question de qui parle et à qui. Et presque tous mes récits sont piégés. C'est-à-dire qu'on croit que quelqu'un parle, alors qu'en fait c'est quelqu'un d'autre qui parle. On ne sait pas toujours très bien à qui on s'adresse, et d'une certaine façon, ce dispositif d'élocution est essentiel par rapport au sens du roman. C'est tout le sens du roman. Par exemple, on ne peut pas comprendre... j'ai un peu des trous sur les titres. T'inquiète pas. On ne peut pas comprendre Festin secret si l'on ne comprend... Voilà un roman que j'ai commencé à la 3e personne et qui ne fonctionnait pas. J'ai essayé à la 1re personne et ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas être hors du personnage et je ne pouvais pas être dans le personnage. Il n'a commencé à fonctionner que quand je suis passé à la 2e personne, qui était consubstantielle au sens du texte. À savoir que cette 2e personne, ça n'est pas moi qui m'adresse à mon personnage, ça n'est pas le personnage qui s'adresse à lui-même, c'est dans le personnage ce qui le pousse à aller jusqu'au bout, disons, aller jusqu'au noir, c'est jusqu'au bout de la désespérance. C'est la voix en lui qui ironise sans arrêt sur tout ce qu'il voit, qui met en doute sans arrêt tout ce qu'il fait, et qui finit à un moment donné dans le roman par s'incarner dans une figure réelle, qui est en quelque sorte au sens propre le daimon de ce personnage. Et tous mes personnages sont tentés par ce daimon qui est, puisque vous parlez de réalité, cette voix en lui qui lui dit « tout ce que tu vois n'est pas réel », et ça c'est la démarche paranoïaque par excellence. Absolument.
Tout ce que tu vois n'est pas réel. Tout ce que tu vois est une fabrication qui est... Alors là, il y a plusieurs options. Hein. L'option purement paranoïaque qui est destinée à te perdre. Et donc, qui va pousser le personnage vers un certain nombre d'extrêmes. D'une certaine manière, ça rejoint, et c'est pas un hasard, une certaine tradition catholique, parce que le propre de la damnation, c'est que le démon vous pousse à la désespérance. La véritable damnation, c'est la désespérance, ça n'est pas autre chose. Ou qui le pousse, alors, à des extrémités qui vont être, dans mes romans, je dois le dire, des perversions. Ouais. Des perversions sexuelles, des perversions violentes. C'est un secret, en tout cas. Voilà, il y en a un peu partout. Oui. Ou des violences portées à l'autre et portées à l'innocence. Parce que la démarche du personnage, c'est toujours d'aller vers l'innocence comme ce qui serait la réserve ultime du réel. D'accord. C'est-à-dire cette espèce de blanc en deçà de la parole, où on aurait accès à la réalité brute, à la réalité avant toute construction. Comme ce qui serait insupportable, en quelque sorte, pour... ce qu'il faudrait pénétrer pour accéder à la réalité de l'autre. C'est-à-dire pour sortir de cet enfer que vit le personnage qui est en proie à cette voix, qui lui dit que sans arrêt le monde n'est pas ce qu'il est. Et si tu veux que le monde, si tu veux sortir de ça, si tu veux enfin atteindre à la réalité, il faut que tu sacrifies. Ça, c'est la question paranoïaque. C'est très intéressant parce que on retrouve un motif très important là, qui est, pour le paranoïaque, la confrontation au même. C'est-à-dire que cette adresse, le tu du paranoïaque, d'abord il y a un jeu possible, en tout cas en français, sur le vocable lui-même, sur le signifiant lui-même. Cette adresse au tu, c'est une adresse au même, qui est autre, qui me menace, et que je tue. Justement. Et que je tue, bien sûr. Tout à fait. Et il y a pas mal de grands pervers parmi les personnages qui sont en même temps des grands idéalistes. Parce que dans leur démarche, la chair de l'autre, l'innocence, c'est l'absolu. Et on ne peut absorber l'innocence qu'en la détruisant. On ne peut la faire sienne qu'en la détruisant. Une forme d'anthropophagie. Diverses formes possibles, mais l'idée c'est que ce sont des gens qui désirent l'innocence. Pas pour, comment dirais-je, pas de manière... Enfin, c'est le mal absolu d'une certaine façon, mais c'est le mal en tant que dès l'origine, il a toujours été désir d'innocence et de consommation de l'innocence. Et quand vous dites rencontre avec l'autre, d'une certaine manière, dans un certain nombre de romans, je ne peux pas m'empêcher de mettre en scène un dispositif très particulier qui est presque toujours la rencontre avec le démon. La rencontre avec un démon. C'est-à-dire, quelqu'un est là qui régit en fait tout ce qui se passe, et non seulement qui régit tout ce qui se passe, mais qui le dit. C'est ce qui se passe dans La Cantatrice avariée, puisque tous les personnages, enfin les deux personnages, le couple de personnages est à la recherche du démiurge. Et lorsqu'il le rencontre, ce démiurge est celui qui les a racontés, en fait. Oui. Qui a parlé pour eux. Et... donc le démon orchestrateur de l'ensemble de la scène, finalement. Oui, qui était derrière tout, et qui surtout était derrière la parole, qui les parle. C'est-à-dire que mes personnages sont presque toujours des gens qui sont parlés, qui parlent quelque chose et qui cherchent ce qui les parle. Oui, et qui peuvent l'être éventuellement par eux-mêmes ou par un double, comme dans Festin secret, avec la boucle finale, où on trouve un narrateur qui pourrait être celui qui est narré aussi. Voilà. On n'est pas certain. Voilà, c'est pas certain, mais ça pourrait, quoi. Mais c'est une possibilité, effectivement. Ou avec aussi ce qu'on peut trouver dans Paradis Noir, par exemple, de cette apparition presque délirante, de cette réapparition presque délirante de l'ami
l'ami perdu, enfin, l'ami, le terme n'est pas exact, mais je ne sais pas comment vous le définiriez d'ailleurs. Ce personnage qui apparaît toujours dans la vie de l'écrivain, puisque Paradis Noir est un écrivain en résidence, etc., qui raconte comment il rencontre à plein de moments de sa vie toujours le même personnage. Alors Paradis Noir, c'est un bon exemple, parce que bon, je crois que tous mes récits sont des histoires de double. Oui. En tout cas, Paradis Noir, c'est en plein cette question. C'est en plein dans cette question. Et le personnage de François, à plusieurs reprises, le narrateur rêve de se mettre à sa place, dans sa relation avec la femme qu'il aime. Et au-delà encore, au fond, François est une espèce d'intercesseur qui l'emmène, un peu comme Virgile emmène Dante dans les cercles de l'enfer, hein, qui le précède dans ces cercles-là, et qui fait l'objet d'une espèce de désir mimétique, pour reprendre les termes de Girard, de désir mimétique, qui désigne ce qui est désirable, sauf que, en ce qui me concerne, ce qui est désirable, c'est toujours le mal. C'est toujours quelque chose qui incarne en effet le mal, la perdition. C'est ça qui toujours est un univers chrétien, irrépressiblement attirant. Quelque chose comme ça, une conception chrétienne de la chose. Je ne parle pas de foi, hein, mais... En tout cas, dans Paradis Noir, je pars de gens qui sont complètement pénétrés de représentations chrétiennes. Oui. La culpabilité, etc. Et je me représentais le personnage de François comme... j'ai essayé de construire ce que pouvait être un réprouvé. Ce que pouvait être un réprouvé, c'est-à-dire, là encore, quelqu'un qui a commis, comme Judas ou comme Saint-Pierre, à un moment donné, une trahison. Une trahison qui a remis en cause tout ce sur quoi il s'était construit. En l'occurrence, il a renié la grand-mère pour qui il avait été un enfant, c'est-à-dire dans le regard de qui repose son innocence. Et le rapport, c'est que lorsqu'on a commis une trahison, il y a deux solutions. Lorsqu'on a commis ce genre de faute, soit on essaye de revenir dessus, mais c'est très douloureux, et c'est très difficile. Soit on va jusqu'au bout du mal, en se disant qu'au bout, on ne souffre plus. On est complètement d'un côté, et quand on a perdu de vue le bien, alors on ne peut plus souffrir, parce que justement, il n'est plus là, comme ce qui revient vous faire souffrir. La culpabilité disparaît avec l'idée du bien. La culpabilité disparaît avec l'idée du bien. Et je me disais que, voilà, au fond, la damnation, c'est ça. La damnation, c'est aller jusqu'au bout du mal, parce qu'on ne peut plus souffrir le bien. Désirer la paix, finalement. Or, oui, c'est désirer la paix, d'une certaine manière. Or, là on dérive un peu peut-être hors de la psychiatrie, hein, mais on pourra peut-être y revenir. Je ne suis pas sûr qu'on en soit si loin, enfin de la psychiatrie, en tout cas des polarités de la psychanalyse, pas tant que ça. Mais... Voilà, je veux dire par là que la construction de mes personnages, d'abord obéit à mes personnages sont des nœuds narratifs, sont des nœuds de parole, c'est-à-dire des espèces de lieux stratégiques où quelqu'un parle à quelqu'un et on parle à quelqu'un, et aussi des gens, comment dirais-je, dans un même roman, les personnages ne sont pas des psychologies différentes, ce sont des options différentes dans un certain rapport au bien et au mal, à la construction de soi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous identiques. Et ce sont des moments, alors, est-ce que ça c'est un motif qu'on retrouve très fréquemment dans vos romans, qu'on retrouve d'ailleurs dans votre petit dernier aussi, la présence, l'allusif, parce que vous avez la récurrence, le retour permanent, l'intrication permanente du passé dans le présent.
toujours la même chose qui revient finalement à la même place. C'est un peu une définition là aussi qu'on peut donner au réel, ce qui revient toujours à la même place, des formes qui se répètent avec des contextes différents certes, mais des formes qui se répètent quand même. Par exemple, dans la présence, vous avez 3 moments qui sont tricotés. Un moment de la petite enfance, un moment de l'adolescence et un moment du présent, en quelque sorte, toujours autour de la même situation. C'est vrai que ce tricotage est absolument présent dans tout ce que j'ai voilà. écrit. Ça, ouais. Oui. On le retrouve tout le temps. Oui. Donc ce passé qui ne passe pas, qui est toujours là parce qu'il a été fondateur ou traumatique, et qu'il ne laisse pas les personnages sont libérés finalement. Alors c'est pas tout à fait ça non plus. Parce que notamment dans Paradis Noir, le personnage de François dit à un moment donné qu'il refuse d'être quelqu'un qui serait déterminé par le passé. Il inverse le rapport et il dit c'est moi aujourd'hui qui suis en train de fabriquer mon passé. Il y a aussi cette idée que et je crois que je le dis dans la présence, l'enfant c'est quelque chose qui n'est jamais advenu. Oui, vous le dites en effet. L'enfant c'est quelque chose qui a toujours à advenir. L'enfant est notre avenir en fait. L'enfance n'est pas cet avant qui pèse sur nous. L'enfant c'est plutôt cette origine que nous avons à construire en avançant. C'est très intéressant ce que vous dites là aussi. Je fais à nouveau le pont avec la psychanalyse, c'est que l'inconscient ne connaît pas le temps. Quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il y a une actualisation toujours possible de n'importe quand finalement. C'est ça que vous tricotez. Il faudrait faire le lien avec cette idée que... comment dire ? Je crois que nous vivons tous intérieurement dans notre rapport à nous-mêmes et à notre vie dans le possible. C'est-à-dire que nous nous représentons sans arrêt comme des êtres possibles. Et quand nous avons des difficultés de choix, ce qui est la vie même, nous avons des difficultés de choix parce que nous ne sommes que des êtres du possible. Or en fait la réalité est précisément ce qui n'est pas possible. Ce qui est là devant moi, vous, mon enfance, ça n'est pas possible. C'est précisément quelque chose qui, lorsqu'on le regarde de près, est bouleversant précisément parce que ça ne doit pas être. Et d'une certaine façon, les personnages que je construis avancent vers ça. C'est-à-dire vers ce déshabillage de la possibilité pour entrer dans l'impossibilité. Dans l'impossibilité qui est l'enfance en fait. Une sorte de désêtre. Vous parliez d'être tout à l'heure, là ça serait du désêtre. Pour s'opposer à un moi comme ça, un peu naïf, qu'on bâtirait justement, enfin c'est quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose de cet ordre-là, ou alors si on considère qu'au fond, l'être est ce qui reste lorsqu'on a tout, lorsqu'on s'est débarrassé de tout. En fait. Ah oui, l'être au sens de l'essence, alors c'est pas quoi. Même pas au sens de l'essence, parce que c'est pas une essence, c'est pas l'essence aristotélicienne, c'est pas l'essence de la scolastique du Moyen-Âge, c'est. Parce que l'essence contient quelque chose qui serait, si vous voulez, l'essence des chevaux, ça serait tout ce qui est commun à tous les chevaux. D'accord, oui, c'est pas... Oui. Alors que l'être, à mon avis, au sens heideggerien, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est la présence pure qui reste lorsqu'on l'a dépouillé de tout. C'est-à-dire ce qui essaierait
transparaître par exemple dans le texte que vous écrivez et qui toujours s'efface derrière le langage, cet impossible-là, cet être-là qui n'est fait que d'une possibilité jamais advenue. Ça pourrait se dire comme ça ? Je crois que le langage, au départ, est piégé, parce que le langage fonctionne sur des généralités, nécessairement, et que précisément, si un objectif de la littérature, c'est piéger ce piège, c'est-à-dire le forcer à sortir de ce qu'il est pour tenter de dire cette espèce de vide qui est au sein de chaque singularité et qui la fait tenir, qui la fait exister. Un vide, une fracture dans la langue, c'est ça l'être du personnage en quelque sorte. Un moment là où le langage éventuellement trébuche ou quelque chose comme ça. Alors essayons de le dire autrement. Oui, ce sera sûrement mieux. Non, mais c'est pas évident, hein. C'est pas des questions simples. Je crois à l'émotion. Je crois profondément à l'émotion comme valeur littéraire. Mais pas à n'importe quel type d'émotion. Je crois que l'émotion, dans sa tonalité juste, est ce qui nous saisit lorsque nous sommes en face d'une singularité individuelle, de quelque chose qui se produit, d'une présence qui advient, et qu'en même temps nous sommes conscients que cette présence n'advient que sur le fond de son propre anéantissement qui lui donne toute sa valeur. Et que par conséquent, le sens même du roman, c'est de jouer de la construction temporelle de manière dramatique pour montrer comment cette présence est à la fois quelque chose qui est là à jamais, qui transcende le temps, et qui en même temps est dans le temps. Vous savez, il y avait une idée de Marcel Schwab à laquelle je tiens beaucoup moi-même, selon laquelle l'infini n'est pas quelque chose qui est dans un autre monde, l'infini est quelque chose qui existe dans chaque microseconde du temps, en fait. Et mes personnages sont un peu ça, c'est-à-dire que ce sont des constructions temporaires qui aspirent à ça, c'est-à-dire qui aspirent à cet état d'extase où elles se défont d'autant plus qu'elles sont parvenues à un point plus extrême de singularité. Je ne sais pas si je suis clair. Si, je pense. Comment ça me parle. Donc, bon. Ouais. Et du coup, il est vrai que je me suis, en construisant mes personnages, je n'ai pas fait appel à des modèles psychologiques, mais à des modèles psychiatriques. Oui. Ce qui est très différent dans l'approche. Tout à fait. Bien évidemment. Tout à fait. Notamment le personnage de François dans L'heure et l'ombre est vraiment un des calques d'un certain nombre de syndromes psychiatriques tels qu'ils ont été étudiés par la psychiatrie de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire, qui étudie beaucoup toute forme de dédoublement, mais là, l'histoire de dédoublement, de personnalité double dans le temps. Oui. C'est-à-dire ces cas de personnalité, il y a un certain nombre étudiés aux États-Unis, un petit peu en Europe, de quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain d'une existence construite et que l'on retrouve 20 ans après, à 500 km de là, ayant construit une autre existence et ayant, apparemment, j'imagine qu'il y avait un certain nombre de vérifications de la bonne foi de la chose, ayant apparemment perdu toute mémoire de leur existence antérieure. Ce qui est évidemment pain béni pour le romanesque, cette sorte de dédoublement. De même... qui signale quand même encore une fois la
disparition du sujet à un moment. La disparition du sujet, absolument, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a une permanence, mais il y a quand même la disparition du sujet. Quand vous parlez, et ça me paraît clair, de ce point extrême de singularité, c'est le point de presque disparition du sujet. Voilà, très juste. Vous avez parfaitement résumé ce que je voulais dire. Oui, oui. Et de même, mais ça rejoignait des préoccupations très très personnelles. Le personnage principal de Festin secret reproduit un certain nombre de syndromes hystériques. L'hystérie est une maladie qui est un peu passée de mode. Elle a d'autres formes. Telle qu'elle a été décrite au XIXe siècle, notamment le fait d'entendre des voix qui vous poussent, disent les hystériques, à faire quelque chose. Ce qu'Anao appelait son théâtre intérieur. Voilà, ça. La littérature... la grande littérature, la littérature littéraire a pas mal recyclé les genres populaires, surtout le roman policier, un petit peu le roman d'aventure avec, je sais pas, par exemple les Chenaux, l'équipe Malève, des choses comme ça, et finalement très peu le fantastique. Très peu le fantastique. Au cinéma, ça continue à faire Flores. Dans la littérature contemporaine, assez peu. Or, c'est quelque chose qui m'a toujours... Enfin, j'ai toujours été un grand lecteur de textes fantastiques. J'ai écrit un ouvrage universitaire sur le thème du double, comme par hasard. Parce que, précisément, je crois que le fantastique, pour moi, comme pour quelqu'un comme Schwab, qui est une de mes grandes admirations littéraires, et un des grands penseurs, à mon avis, de la littérature... Je crois qu'on peut que vous suivre là-dessus. Mais tout le monde ne me suit pas. C'est difficile. Il est peu lu, hein. Il est très peu lu. Aujourd'hui, il a eu son heure de gloire, et il est encore lu aujourd'hui un peu. Il est lu pour quelques textes, assez peu pour ces textes théoriques qui sont très forts. Ils sont extrêmement forts. C'est de l'Agamben par anticipation. Mais le fantastique, pour moi, c'est vraiment une manière, en effet, de faire bouger de manière un peu sismique notre certitude d'être dans la réalité. Nous sommes tous tellement certains que nous sommes les pieds dans la réalité, alors que je pense que nous ne sommes jamais. Nous y sommes très peu. Sauf si on dit que la réalité est aussi composée de notre imaginaire, c'est-à-dire de notre façon de faire image et donc de voir. C'est exactement ce que je veux dire, en effet. Et donc pour moi le fantastique c'est pas le retour du refoulé, c'est pas une conception freudienne, si vous voulez, de l'inconscient qui fait retour, c'est la réalité qui fait retour, qui nous interroge sur ça. Par exemple, dans ce texte qui s'appelle La présence, je décris des peurs que j'ai lorsque je suis seul dans une maison. Et lorsque je suis seul dans une maison, à un moment donné, je me dis que il est impossible qu'une présence n'ait pas lieu quelque part où je ne suis pas. Qu'il n'y ait pas quelque chose ou quelqu'un là. Ce qui est une manière pour moi d'investir le monde d'une espèce de conscience qui le fait être. De sorte que, comment dire, si je ne suis plus conscient, si je m'endors, alors il faut une conscience de relais pour faire exister ce qui est là. Et tout à coup, on est dans le fantastique, en effet. On est dans le fantastique, mais le fantastique comme une espèce de rappel du monde réel, avec toute sa charge de bois, de forêt, d'animaux, etc., qui revient me voir, je suis là dans mon lit, dans ma chambre, qui revient me voir en me disant « je suis là, je frappe à ta porte ». Et c'est le réel, en effet, comme impossibilité qui revient frapper à ma porte. Et qui revient toujours à la même place. Il revient toujours frapper à votre porte au même moment. Toujours dans une seule situation, comme si cette situation était presque la situation de principe de Pierre Jourde dans le monde. Il
faudrait creuser là, cette idée-là. Ce que je veux dire, c'est juste que de Pierre Jourde, je parle de l'écrivain, c'est-à-dire que l'écrivain Pierre Jourde et la présence d'un texte, un très beau texte, un texte très court, ce qui n'est pas si fréquent chez vous. Non, en effet, hélas. Bon, alors, l'ombre n'était pas un texte très long, mais c'est un texte très court, donc on se dit, tiens, c'est curieux, quand on est lecteur de Pierre Jourde, on se dit, tiens, c'est curieux, un texte très court de Pierre Jourde. Il y en a eu d'autres, hein, dans Mon Chien, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Bon. Et ça, c'est un texte très court qui condense beaucoup enfin, peut-être tous, enfin, disons beaucoup de motifs que nous retrouvons dans vos romans. C'est-à-dire qu'il y a cette obsession, à un moment, dans une situation qui est celle de l'angoisse par excellence, le moment de l'endormissement, que les enfants connaissent toujours, mais qu'après on peut connaître, le moment de l'endormissement, c'est le moment de l'absence au monde, où on va s'absenter du monde. Comme ce que nous disions tout à l'heure à propos de ce point extrême de singularité, de la disparition, en fait, du sujet. C'est très exactement ça. Vous avez pointé avec beaucoup de lucidité, c'est un point extrême. Une espèce d'asymptote. L'idée que le moment où la conscience va disparaître, même quelque chose encore, au dernier moment, en subsiste. Et vous savez, on parlait tout à l'heure de l'idée d'éternité dans l'instant. J'ai vécu des états hypnagogiques, c'est-à-dire très intermédiaires entre la conscience et l'inconscience, qui étaient des états à la fois d'angoisse extrême, qui étaient comme le fait de vivre la mort dans l'instant, et d'extase absolue, comme si j'envoyais une sonde dans le temps, et que tout à coup, tout ce qui était dans le temps étal devenait vertical. Et il y avait un mélange, ce mélange d'extase et d'angoisse était très particulier. Je me dis que peut-être au moment de la mort, on vit quelque chose comme ça. Un moment ultime, une ultimité qui remplace l'intimité. Enfin, il y a quelque chose qui serait le moment de la mort, c'est-à-dire où on disparaît et qui ne finit pas. Jankélévitch en parle, de ce moment qui ne finit jamais. Oui, oui. Et donc, ces points limites me passionnent, effectivement. Ces points limites me passionnent parce que on se perd. On se perd, on a l'impression tout à coup d'être en contact immédiat avec des choses extrêmement archaïques qui ne sont pas du passé, qui ne sont pas du futur, qui sont là. Qui sont là et qu'on tient. Vous savez exactement ce que Proust dit au début de La Recherche du temps perdu, quand il s'endort. Je tenais en cercle autour de moi toutes les époques et tous les moments du passé, en cercle. Et ils sont tous là, ils sont disponibles, on peut les ouvrir comme on peut ouvrir des tiroirs. C'est le moment hypnagogique. Le temps s'effondre. C'est très très angoissant, d'une certaine manière, parce que c'est un engloutissement. Et en même temps, on pourrait parler de jouissance. Et en même temps, c'est extatique. Voilà. Une jouissance extatique au sens quasiment mystique alors. Absolument. Nous voilà partis dans des trucs. Le rire au bord du gouffre. non, mais c'est très bien, il le faut. Alors, je voudrais qu'on dise un petit mot justement de la présence, puisque vous l'avez... C'est un texte très personnel, peut-être le texte le plus personnel que vous ayez publié, en tout cas, à ce jour. Le plus autobiographique. Le plus autobiographique. Peut-être que le terme de personnel n'est pas très juste, en effet, dans la mesure où du personnel il peut y en avoir dans vos autres écrits probablement. Par le Tibet sans peine, peut-être. Oui, qui est autobiographique aussi, c'est vrai. Quelqu'un qui n'aime pas l'autobiographie, c'est mal parti. Qui n'aime pas l'autofiction. Qui n'aime pas l'autofiction. L'autobiographie est un genre un tout petit peu différent, peut-être. Alors pourquoi vous avez écrit ce texte-là maintenant ? Si c'est une bonne question de le dire comme ça. C'est une bonne question et la réponse est totalement déceptive, c'est un texte de commande. C'est vrai, on vous a commandé un texte autobiographique. C'est-à-dire que
directrice des éditions Les Allusifs, crée une nouvelle collection qui s'appelle Les Peurs, Ouais. où elle veut que des écrivains parlent de leurs peurs intimes. Elle fait appel à moi, donc voilà, D'accord. je m'exécute. Ça tombe bien parce que la peur est quelque chose que je connais bien, parce que je pense que c'est l'émotion la plus révélatrice, parce que j'ai toujours travaillé sur la peur, parce que j'écris des romans, notamment Festin secret, où en écrivant j'avais peur. Ça fait peur quand on lit aussi. Mais en écrivant, je vous jure que par moments, Oui. je me retournais. Non mais je plaisante pas. C'est-à-dire j'ai voulu écrire exactement ce qui me terrorisait. En tout cas, on retrouve dans Festin secret, enfin on retrouve dans la présence ce que déjà vous avez mis en scène dans Festin secret. Je parlais de la forêt profonde Oui. et de la nuit. Voilà. Et des présences qu'on n'identifie pas. Là, il y a des passages dans Festin secret qu'on se remémore immédiatement en lisant la présence. Mais la forêt, la nuit et des présences pas très saisissables, là c'est quelque chose de très marqué dans ces deux textes-là. Oui, bah, je raconte une expérience au fond très simple, minimale, c'est-à-dire lorsque j'étais adolescent, ça arrive moi maintenant, j'effectuais des séjours seuls dans notre maison de famille. Toute maison de famille est une maison très chargée par définition, au fin fond de l'Auvergne, dans un endroit très sauvage, Dans un pays perdu. qui est adossé à une forêt, à des gorges forestières très profondes où personne ne met jamais les pieds. Et j'allais là-bas à 16 ans, 17 ans, tout seul, me gorger de silence. Et je descendais tout seul dans la forêt des journées entières. Et je me perdais dans les... Parfois je trouvais des vieux chemins qui descendaient en spirale au fond de la forêt. Et j'avais vraiment à un moment donné l'impression de complètement perdre pied avec la réalité. Je ne savais plus où j'étais. Le silence me gagnait, me prenait. Je ne pouvais plus... Il était impossible d'en sortir. C'est-à-dire que pour les habitants du cru qui ont besoin de sociabilité, parce que je passais pour un sauvage, c'est dire. Et je rentrais dans la maison, la nuit se refermait, et c'est une nuit profonde dans le Haut-Cantal. On ne la connaît plus cette nuit-là. La nuit se refermait autour de la maison et j'étais livré à cette maison avec toutes les traces de ce qui y a été. Et j'étais immédiatement très frappé par cette espèce d'impossibilité ontologique qui moi, continue à me frapper en permanence. Quelque chose a été ici, et ça n'est plus. Et ça a l'air idiot de dire ça, mais ça m'apparaissait avec une violence métaphysique, si vous voulez. Et dans ces expériences de solitude, il me semble que j'ai atteint quelque chose qui m'a... est-ce qu'on peut dire ça comme ça, mais qui m'a formé. Ou est-ce que c'est ce que je devais faire qui a trouvé cette occasion bon, bref. Qui m'a formé, et notamment l'idée à certains moments, de rejoindre une espèce d'état de neutralité absolue, ou de s'en approcher. J'avais le sentiment que quelque chose était là tout près, qui m'attendait au fond, vers lequel je devais aller, comme mes personnages doivent aller au fond vers la rencontre avec le démon, d'une certaine façon, qui était ce point où les émotions, les différences, les singularités n'ont plus d'importance. Rejoignent cette espèce de fond indifférencié et extatique, d'une certaine façon, qui les fonde et qui les annule en même temps. Je ne sais pas si je suis... Si, il y a un de vos textes qui porte très bien ça, c'est Dans mon chien. Papa, je vais prendre... C'est ça, c'est vrai. C'est la ligne, C'est vrai. la ligne que vous suivez. C'est vraiment la ligne que vous suivez. C'est ça. Jusqu'à ce point-là. C'est l'histoire d'une personne qui est mangée par son Encore chien. une façon, oui, comment être un autre. Il y a un autre dans la bête cette fois, oui. C'est vrai. J'y ai pas réfléchi. Non, mais finalement, c'est un motif qu'on retrouve. Oui, c'est vrai. Un peu obsessionnel tout ça. La série d'émissions va s'appeler Obsession au pluriel. Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien.
Oui, oui, parce que très curieusement, j'avais un petit peu mauvaise conscience, parce que vous savez, je vis encore sur cette idée proustienne qu'un bon écrivain dit toujours la même chose. Je m'apercevais que je faisais des textes de genres très différents, de tons très différents, et à un moment donné, j'ai pris conscience que, oui, mais c'était toujours la même obsession. En réalité. Enfin si, il faut quand même le dire, vos textes, vous renouvelez énormément dans vos romans. Enfin, ce sont des choses, deux romans ne sont pas du tout identiques. On n'a pas l'impression de relire à chaque fois la même chose, comme malheureusement ça nous arrive trop souvent. Nous libraires, de lire tout le temps la même chose, ben là non, jamais. Mais pour autant qu'il soit, ce qu'on veut retrouver aussi chez un auteur, c'est assez difficile à définir. Est-ce qu'il y a un terme qui pourrait correspondre? Je ne sais pas. En tout cas, ces articulations, je ne sais pas. Tout à l'heure, je disais motif, finalement, c'est peut-être pas si mal. En tout cas, ce que vous dites de vos obsessions, bon, pourquoi pas, mais ce sont des choses que vous regardez, que vous creusez, que vous tournez toujours sous d'autres faces. C'est ça. J'essaie de chercher la meilleure mise au point possible. Et c'est jamais absolument parfait. Peut-être, je m'en approche dans le maréchal absolu qui n'est pas fini. On verra. Qu'on attend avec impatience. Merci Pierre Jourde.